Oh, mais comment ça va le Covid? Ça fait un an que nous vivons sous couvre-feu, sous confinement. Ce soir, dans l'émission du Monde Moderne, un an en prison des confinons. Et pour en parler ce soir, on a avec nous Didier Mesto, l'ancien patron de Sud Radio. Vous le connaissez, il est maintenant journaliste, auteur aussi. Avec nous également Asma Mala. Bonsoir Asma. Bonsoir. Alors Asma, toi tu es experte dans la tech et tout ce qui est technopolis, technosurveillance. Et puis avec nous également ce soir Éric Lemaire. Bonsoir Éric. Bonsoir Alexis. Éric qui est un ami et qui est aussi multi-entrepreneur et notamment dans le secteur des biotechnologies et des technologies en général et qui va nous raconter un peu comment en France quand on veut mettre un médicament sur le marché, c'est extrêmement compliqué et comment pour le vaccin ça paraît facile. Ça a l'air comme ça. Il y a des bizarreries. Il y a des bizarreries. C'est le millefeuille administratif. Et puis, on aura avec nous Sabrina Ali Benali, qui est médecin, qui a un peu de retard, mais qui va nous rejoindre. Et puis, nos chroniqueurs qui viendront nous parler également de cette année formidable passée sous le signe du coronavirus. Moi, il y a deux moments qui m'ont frappé. D'abord, j'ai un ami qui s'occupe d'entreprises innovantes, qui s'occupe de leur faire obtenir des crédits d'impôt. Et il avait quelque chose comme 60 clients. Et il me dit, sur mes 60 clients, j'en ai 50 qui n'ont plus aucune activité. Zéro. Ça fait beaucoup. En 3 mois. Donc ça a été le premier choc, parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose de fondamental qui changeait. Et on a retrouvé ça un petit peu au sein d'autres réseaux aussi, ce pourcentage-là sur les nouvelles entreprises. Donc vraiment, il y a un changement de modèle. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai perdu 3 amis pendant des gens qui avaient 40 ans pendant la crise, et c'est pas du Covid. C'est des gens qui sont morts de stress, pour la faire courte, et qui l'ont mal vécu. Et c'est évidemment, comme toujours dans ces cas-là, des gens qui sont extrêmement actifs et qui ne supportent pas que tout s'arrête, tout simplement. Moi, j'avais l'habitude des entrepreneurs qui faisaient une maladie après avoir vendu leur société ou après avoir fait une faillite. Et j'en avais un tous les 2 ans. Bon, là, 2 en 3 mois, ça fait drôle quand même. Dans quelle société? Est-ce que j'ai fait des bons choix? Il y a beaucoup de gens qui changent de vie quand même, petit à petit. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Après quoi je cours? Elle court la banlieue. Après quoi? Voilà, je pense que c'est un des enjeux de cette année présidentielle. Face à une situation parfaitement inédite, pour le coup, ou qu'on n'avait pas éprouvée depuis très très longtemps, la solution est donc face à une absence de réponse sanitaire en réalité. La réponse a été la techno, avec des applis... Bon, c'est qu'on est attiré de manière un peu irréversible vers les nouvelles technologies. Parce qu'on pense que les nouvelles technologies sont l'alpha et l'oméga de... Je voulais saluer Sabrina Ali Benali qui nous rejoint. Bonsoir. En tant que médecin, ça a été très compliqué pour nous parce que c'est la première fois qu'on soignait une maladie qu'on ne connaissait pas. Enfin, qu'on soignait. En tout cas qu'on faisait admettre à nos collègues hospitaliers, puisque moi je travaille en amont, on fait de l'urgence à domicile, donc c'est de diagnostiquer plutôt une maladie qu'on ne connaissait pas et dont on apprenait tous les jours. Donc intellectuellement, alors certes c'était enrichissant, mais c'était très stressant, très anxiogène. Donc on était pris entre une lecture quotidienne de revues de littérature sur les avancées de connaissances qu'on avait pour mieux diagnostiquer, mieux prendre en charge, et puis pris avec une maladie qui a des symptômes qu'on appelle bâtards, notamment ceux de la détresse respiratoire, qui font que très souvent, les patients ne le ressentent pas avant des moments souvent qui sont les derniers. C'est-à-dire que vous pouviez avoir quelqu'un qui parlait comme ça, et puis finalement, quand vous mettiez le saturomètre, qui permet d'avoir la mesure en oxygène du sang, ils étaient très très bas. Le problème, c'est l'arbitrage qui est fait. C'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre des stocks de FFP2 à l'entrée du cinéma en distribuant à tout le monde, en faisant s'asseoir une personne sur 4 qui ne vont être là qu'1h30, bien protégée avec un FFP2, et que par contre vous pouvez faire Paris-Hong Kong ou être dans un TGV pendant 5 heures avec que des masques chires, tous les uns à côté des autres. Enfin, là, il y a un truc complètement incompréhensible. Ouais. Et ça, c'est très fatigant. Je suis plus sûre qu'on prenne vraiment soin des gens. C'est quoi soin? C'est-à-dire que déjà, on a la manière depuis longtemps, sous la conception qui est de la médecine et celle que maintenant, vous venez aux urgences, on soigne votre organe. Je veux dire, on vous entoure plus, on n'a plus le temps pour vous. C'est pour ça qu'avec le collectif Interhôpital, Interurgence, on se bat depuis tout le temps pour dire qu'on n'a plus d'humanité à l'hôpital. Mais là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que
la santé est vue comme Covid ou pas Covid. Et puis voilà, à un moment, c'est pas nous avec un malade, tu peux pas dire monsieur, vous avez un cancer. Alors mardi c'est chimio, faut manger 5 fruits et légumes par jour. Là je vais vérifier qu'à 18h tu dors. Mercredi c'est prise de sang. Bah non en fait. Tu vois, si t'as pas une alliance thérapeutique avec ton malade, ça marche pas. Bon, d'abord il y a beaucoup d'impréparation, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'amateurisme. Bon. Ensuite il y a du bricolage. Parce que quand on regarde la question des masques, hein, c'était la fameuse histoire Bachelot. On devait en commander, je ne sais plus, 100 millions par an. Donc tout le monde nous assurait qu'on était à un stock de 1 milliard. Finalement, on les avait commandés qu'une fois en 7 ans, une seule fois. Et ils étaient périmés tellement ils étaient vieux. Ils étaient moisis. On a vu ces stocks de masques moisis. Même les FFP2 qu'on a eu, les dons qu'on a eu, on s'est masqué. On avait du 2014. Donc, tu n'avais plus qu'à croiser les doigts pour que... Donc, je pense que c'est ça. Il y a une alliance d'impréparation. Il y a du bricolage, donc. La peur d'avoir une responsabilité quelconque et de dire on n'a rien fait. Et puis, quand même aussi, un horizon. On parlait tout à l'heure, avant que tu arrives, de la croyance, ce solutionnisme technologique, cette absence d'humanité. On voit tout régler par des applis, par des numéros verts qui ont fleuri, etc., comme si les gens avaient besoin de numéros verts. C'est pire que ça. Voilà. C'est pire que ça. C'est-à-dire que tu disais à juste titre, en fait, c'est une médecine qui est organique. C'est-à-dire on vient, et c'est l'humain, la personne, l'individu est réduit à son organe. Mais en fait, c'est pire, elle est réduite à sa data, à sa donnée médicale. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur... D'abord, ça a commencé avec Stop Covid, puis après, maintenant, c'est le passeport vaccinal, avec toujours des architectures très centralisées pour pouvoir y avoir accès et les triturer, les manipuler un peu dans une opacité légalement pas très claire. Et puis il y a eu le Health Data Hub aussi, qui est ce gros projet confié notamment en termes de stockage à Microsoft pour collecter l'ensemble, pour centraliser l'ensemble des données à des fins de recherche. L'ambition peut être discutée et peut être bonne, n'empêche que le Covid et l'épidémie a été un formidable accélérateur de ce projet-là. En termes de gouvernementalité générale, on est réduit à des données médicales qui sont les données personnelles les plus sensibles qui soient et traitées avec un manque d'égard de la part de l'exécutif, moi qui m'inquiète énormément. Je pense que si collectivement tout le monde recevait un truc en disant demain t'es sûr là si on y va tous et on va être 10 millions on irait, ça passe parce que là pour l'instant si t'es tout seul et que tu dis non je veux sortir tu vas te retrouver avec 135 € d'amende et que grosso modo l'état des salaires en France fait que SMS, on est 10 millions. Il n'y a pas grand monde qui peut se permettre ça. Malheureusement, avec le Covid, il y a quand même néanmoins les risques de se retrouver en groupe, y compris pour s'organiser, etc. Donc, c'est pas sans risque. Mais ce qui est terrible, c'est que ces formes de manipulation, elles sont là, elles existent, et que dans les contre-pouvoirs, entre guillemets, qu'on a eu, il y a eu beaucoup de fake news, beaucoup de faux, de méli-mélo, et en médecine, entre les délires fantasmatiques sur l'ARN, je veux dire, moi, on m'a expliqué que mes enfants à naître allaient être mal formés, après avoir été vaccinés, que j'allais mourir prématurément dans d'horribles souffrances. Enfin, bon. Et c'est terrible parce que le point de départ, il est bon. Celui de la perte de liberté, celui du fait de nous obliger à faire des choses dont on ne veut pas toujours, celui de la défiance avec le gouvernement. Est-ce que oui ou non, il veut que notre santé... non. Je veux dire, avant le Covid, ça faisait 3 ans qu'on lui expliquait que les gens, ils crevaient tout seuls sur les brancards. Le mec, il n'a pas bougé. Ne vous mobilisez pas autour de mecs qui vous racontent n'importe quoi pour faire pour parvenir à d'autres intérêts. Je veux dire, non, il n'y a pas un truc et qu'on aurait planqué que la chloroquine, elle marche. Ça marche pas. Non, il n'y a pas un truc et il n'y a pas un complot mondial pour tuer de la population. Mais par contre... Oui, ils nous mentent. Oui, il y a une défiance. Oui, c'est pas normal qu'il y ait des mecs qui se fassent du fric sur la moitié du monde et sur les morts, alors que on pourrait lever des brevets. Qui a profité de la crise d'angoisse générale et de flip incontrôlés pour faire passer une loi sécurité globale ignoble en marche vers les fachos? Qui a décidé de fermer les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les musées, mais laisser les entreprises ouvertes en enfermant les gens dans un rôle de force productive, de créateur de richesse qui ne leur revient pas, tout en supprimant leurs loisirs, leurs lieux de vie sociale, leurs points de rencontre qui construisent le bonheur et adoucissent les moments compliqués. Leurs choix catastrophiques ont miné le pays. Leur incapacité à écouter, à comprendre, à agacer les gens, leur mépris et leur suffisance ont rompu le lien entre les citoyens et les pouvoirs publics. C'est presque fini. Et alors on peut se poser la question, tout ça pourquoi ? Eh bien pour qu'en mars 2021, la solution
soit la même qu'en mars 2020. La bataille pour les masques due à la pénurie est remplacée en ce moment par celle pour les vaccins. Le confinement repointe le bout de son nez et c'est encore bien sûr la faute aux Français inconscients, notamment à tous ces connards de Parisiens qui osent prendre le soleil sur les bords de Seine, mais c'est honteux bordel de faire des trucs comme ça. Qui s'appelle Embouteillage, que je conseille à tout le monde. C'est un des rares films de Pierre Tchernia et donc ça se passe dans une boîte comme ça avec De Funès qui est le patron de la société. C'est extraordinaire ce film. Et donc, au début, alors, il montre un film, etc. Et tout le monde lui dit « Ah oui, monsieur le président, c'est génial, etc. » Et chacun monte les étages et chacun meurt pour se retrouver, si tu veux, tout en haut de la pyramide. Donc je conseille ce film, c'est exactement, en y pensant, ce qui se passe, quoi. Quand je vous dirai, vous aurez le droit de vous embrasser, quoi. Finalement, c'est ça. En fait... Moi, il y avait deux choses que je voudrais souligner compte tenu de mon expérience de chef d'entreprise. On a deux problèmes, en fait. La première chose, c'est, imaginez, vous êtes Macron et vous êtes le gouvernement. Vous recevez des rapports d'un cabinet de conseil bien connu, que moi j'ai eu entre les mains, qui en septembre vous dit, bon bah voilà, il y a juste 6 ou 7% de l'économie qui est à l'arrêt, et donc dès que ça va rouvrir au mois de novembre, et ben en fait, ça va repartir, et on va récupérer le gros, et ça va juste nous coûter 3 points de PIB qu'on finance par la dette, on ne paye pas d'intérêt, donc on s'en fout, et tout va bien. Bon, et aujourd'hui, maintenant, en février, le même cabinet de conseil dit la même chose à propos du mois de juillet. Et donc le problème, c'est que le gouvernement, ils prennent la même décision. Non mais attends, c'est-à-dire qu'on a affaire, les QAnon, qui étaient les supporters de Trump, qui disent il y a le storm qui arrive, l'orage arrive. Et l'orage arrive, alors ça devait être le jour de l'élection de Biden. Ah, vous allez voir, ils vont tous les arrêter, les pédocriminels, machin. Et dit non mais attendez, non, il faut 3-4 mois pour les arrêter, non, il faut 48 heures. 48 heures passent. Non mais attendez, vous croyez quoi? Ça arrive. Mais c'est la même chose, mais c'est les mêmes conspis, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'eux ont le droit d'être conspis. Les mecs de McKinsey, les mecs de Bain, les mecs de BNP Paribas, ils ont le droit d'être conspis. Il faut pas imaginer qu'ils sont nécessairement plus intelligents que nous. C'est-à-dire que de 14 à 17, on a quand même passé 3 ans à attaquer les lignes allemandes. On a perdu 1 million d'hommes, ça servait à rien, ça ne rapportait d'argent à personne puisque les bénéfices de guerre ont été repris par le gouvernement, donc ça n'a servi à rien et on a tout perdu. Bon. Non, et là, ça recommence. Sauf qu'il y a un deuxième problème. Et là, je voulais raconter une petite anecdote. On parlait tout à l'heure du scientifique fou de Wuhan. Bon, moi, je travaille un petit peu dans ces technologies-là. Tu fais des virus de synthèse? Ouais. Donc, moi, mais tu fais des médicaments, enfin, oui. Tu travailles, voilà. Moi, je prends l'exemple d'une entreprise. Une entreprise qui fait des biotechnologies souhaite déménager d'un labo à un autre labo. Bon, c'est une histoire vraie, hein. Je romance un peu pour éviter qu'on reconnaisse qui c'est. Et les gars, ils prennent une société de déménagement spécialisée pour déménager des animaux transgéniques, enfin tout un tas de trucs. Et le labo en question dit attention, hein, on va surveiller parce que là, vous prenez du matériel, c'est dangereux quand même. Hein. Bon. Et alors, le problème, c'est que dans ce labo-là, c'est une société de sécurité privée qui assure la sécurité des entrées et des sorties. Et alors, le déménagement a lieu un samedi matin. Et c'est un intérimaire de la société privée qui s'occupe qui est de garde ce jour-là. Et pas de chance, il est aveugle. Donc le gars, on lui présente la liste des choses à signer et il nous demande de la lire parce qu'évidemment c'est pas en braille. Donc on lui dit, il y a ça. Alors le gars il dit c'est où? Alors il touche et c'est parti comme ça. Oui, c'est vrai. Mais oui. Donc on est dans un système où il y a des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants et il y a une perte totale de contrôle et il peut se passer n'importe quoi. Moi je suis ingénieur aéronautique à la base, je peux vous dire que si on faisait des avions comme ça, mais on en perdrait tous les jours. Donc on est dans un système qui est complètement épuisé. T'as plus la main sur rien. À l'hosto, t'as la lingerie, elle est privatisée. Le truc, tu veux remonter du coup pour savoir. Mais c'est pareil dans le privé. Cas contact tel jour. Mais en fait, c'est pareil dans le privé. Il y a plus de contrôle. Qui s'occupe maintenant des transferts par hélicoptère ou par je sais pas quoi des malades. Donc ouais, voilà. Donc on a sous-traité ça aussi. Ouais. Et ce que tu disais sur on a le droit de McKinsey. On balance. On peut dire Macron. En l'occurrence, c'est Mac. Parce que c'est pas eux. McKinsey. Non, mais sur des cabinets de conseil, pardon, sur. C'était un autre. Mais... ou peu importe lequel, mais enfin des cabinets de conseil qui accompagnent l'État. On a un peu le même sujet dans la sphère un peu techno avec Doctolib et Amazon sur la campagne de vaccination. Donc au-delà de la question de... Alors sur les 6,4 millions de vaccins, 5,9 millions de rendez-vous, je crois de mémoire, ont été pris sur Doctolib. La question est la suivante.
l'État a perdu toutes les compétences nécessaires pour avoir une forme d'autonomie stratégique, la fameuse souveraineté dont on parle, qui n'est pas que vis-à-vis des GAFA, qui est aussi vis-à-vis de start-up locales, souveraines, et pourtant pas forcément méga éthiques, parce que souverain, ça veut pas dire être clean, en fait. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. En l'occurrence, ils avaient un partenariat avec Amazon, bon, ils ont le droit, peu importe, mais il se trouve que maintenant, ils triturent, ils participent à la campagne de vaccination. Ils en sont même un acteur clé. Et quand tu regardes un peu les applications similaires qui ont été développées par les ARS, mais c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, l'État n'est plus en capacité, d'une part, de concurrencer des applications privées, et puis d'autre part, de toute façon, rapport à la déliquescence de l'État social, sous-traite tout un tas de fonctions sociales régaliennes, parce que le régalien, c'est pas que le sécuritaire, l'éducation, la santé, c'est du régalien, en fait. C'est le cœur d'une nation. Et c'est le cœur des mécanismes de solidarité par ailleurs, et qui sont totalement sous-traités à des sociétés privées. Alors on parle beaucoup des GAFA, mais en fait à tout un tas d'aéropages de start-up. Où ça prend tout son sel, cette histoire, en plus. C'est que McKinsey et la REM, c'est la même chose. Parce que moi j'avais publié le jour, je ne sais pas si tu te souviens, parce que je les connaissais, ces gens, depuis longtemps. Ils conseillent les gouvernements et les partis politiques depuis très longtemps. Oui, ils ont une expertise gouvernementale très forte, en l'occurrence. Mais en fait, quand on regarde les gens qui ont fait la campagne de La République En Marche, ceux qui avaient en charge la thématique, les élections, les fédérations, etc., tous ceux qui sont dans les cabinets, ce sont les gens de McKinsey. Donc McKinsey et la REM, ce sont les mêmes personnes. Il faut bien comprendre ça. C'est pas un cabinet c'est pas un gouvernement qui va consulter un cabinet. C'est un gouvernement qui se consulte lui-même, dont les ponts entre le privé et le public sont tellement proches et tellement imbriqués qu'on ne sait plus, en fait. Et on crée, je pense, mécaniquement chaque jour de la pauvreté. Et donc, on va avoir des gens qui sont complètement exclus. Alors, pas les plus pauvres, paradoxalement. C'est-à-dire, il y a quand même la CMU, il y a quand même des mécanismes sociaux d'amortissement, etc. Mais les gens qui bossent 2-3 jours par mois, qui arrivent à être salariés, etc., qui sont exclus de tout. Et ça, il y en a de plus en plus, quoi. C'est-à-dire des gens qui peuvent pas, dont le RSA est imputé d'un tiers parce qu'ils ont bossé 3 jours. Des gens qui sont en CDI, qui sont des travailleurs pauvres, et comme ils ont un contrat, ils n'ont droit à rien. Ils ne peuvent pas se soigner. Comme où moi je me suis retrouvée dans une petite ville de Bretagne il y a 3 semaines à faire un remplacement, seule pour un centre hospitalier en entier. Sympa. 190 malades. Et c'était la bonne ambiance ? Toute seule, le seul médecin. C'est interdit, c'est illégal. Mais et comment ça se passe ? Les mecs, ils sont en train de te parler d'islamo-gauchisme, tu vois. Eux, ils sont profondément convaincus. C'est pas un mensonge chez eux. Ils sont certains qu'il n'y a qu'une seule solution. Moi, il y a un ministère où on m'a dit, quelqu'un d'important, il est certain que l'espérance de vie va baisser. Donc c'est pas une hypothèse, ça va arriver. Ils cherchent pas à l'éviter, ils cherchent pas à le provoquer. C'est un fait, voilà. Et il y a qu'une seule solution pour régler le problème, c'est la leur. Les Parisiens sont en colère, la situation est explosive. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres surgit alors le 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards affluent pour faire barrage. Les 4000 soldats ont reçu l'ordre de tirer sur le peuple, ils refusent. Les barricades sont alors levées partout dans la ville et Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. En se vaccinant, déjà, ça serait bien. Là, on est plutôt très mal parti quand même. Non, mais il y a vraiment plein d'endroits où là, on est à des dizaines de millions de gens vaccinés qui peuvent recommencer à sortir, à faire la fête, etc. Il faut bien comprendre que le virus aussi, on court derrière les variants, là. Oui. C'est-à-dire qu'au plus il se diffuse dans la population, au plus il mute. Et donc, c'est vraiment une course contre la montre d'essayer de vacciner plus vite qu'il ne risque de muter. Et sans ça, effectivement, à chaque fois, il est potentiellement un peu plus contagieux, un peu plus grave, etc. Il me semble que c'est Mediapart qui avait fait une enquête et qui avait interrogé ces chercheurs, qui cherchaient d'ailleurs sur les coronavirus à l'époque et qui n'avaient pas eu les moyens de continuer leur recherche, faute de financement. On a aujourd'hui des vaccins qui répondent bien, même s'ils n'empêchent pas tous la contagion, néanmoins ils en diminuent la gravité de la maladie. Mais là, on est dans un temps tellement
court, où on voit qu'elle marche. La vaccination, elle fonctionne. On a de très bons résultats. Donc là, c'est disponible tout de suite. Évidemment qu'il faut continuer la recherche sur les traitements curatifs, et notamment pour les gens pour qui c'est trop tard. Je veux dire, là, à l'heure où on parle, tous les jours, mes confrères, ils sont en train d'intuber, de ventiler des malades qui sont soignés ci et là, de façon grave ou pas. Mais c'est vraiment la manne pour l'industrie pharmaceutique, quoi, parce que c'est des traitements lourds, qui fonctionnent, mais qui sont de plus en plus chers, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien ? Je pense que c'est, dans les circuits courts, essayer, quand on regarde la liste de la Haute Autorité de Santé pour les cas graves, les gens qui font des cas graves du Covid, c'est l'obésité, l'IMC supérieur à 30, les diabètes de type 1 et 2, les maladies cardiovasculaires. Donc, moi, je suis très modeste ce soir. Si chacun peut cuisiner lui-même, et je sais que c'est compliqué quand on a des gamins, etc. Arrêter d'acheter des plats tout préparés, de bouffer de la merde, comme disait Jean-Pierre Coff, etc. Ça, moi, j'ai changé, par exemple. Depuis, j'étais sensibilisé à ça. Maintenant, je vis à la campagne. Depuis 1 an, j'ai changé mon mode d'alimentation. Je me sens beaucoup mieux, etc. Ça prend 10 minutes de plus par jour. Ça coûte moins cher à la fin du mois. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas eu une campagne nationale pour traiter en amont. Parce que quand on regarde tous les gens qui ont des comorbidités, en plus avec l'âge, c'est encore pire, qui crèvent du Covid ou qui font des formes graves, on voit que c'est quand même souvent les mêmes maladies, les mêmes terrains, quoi, au départ. Déjà, il faut qu'on fasse notre deuil. Le monde tel qu'il existait le 16 mars 2020, il ne reviendra plus jamais. On a cassé notre capacité à extraire du pétrole, on a cassé tout un tas de gens dans notre société, on a cassé tout un tas d'entreprises. Donc tous ces trucs-là, c'est fini. Et il y a un autre truc qu'on a cassé, c'est on a cassé notre confiance dans notre gouvernement. Alors je sais qu'il y en a qui vont rire, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus confiance dans le gouvernement. N'empêche que vous avez 2 pays qui s'en sortent bien parmi d'autres dans la crise, c'est le Japon et la Russie, où c'est pas l'émeute, il n'y a pas de confinement, tout est calme, la Russie, ils ont tout laissé tomber, enfin bon, bref. C'est parce que ces peuples-là, ils n'ont pas confiance dans leur gouvernement. Ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas confiance dans leur gouvernement. Les Japonais, ils ont été trahis par leur gouvernement. Leur gouvernement a déclaré la guerre aux Américains pour ne pas perdre la face. C'est complètement crétin. Ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils ont fait la guerre quand même. Et ils ont envoyé les pauvres gars du Yamato se faire massacrer. Bon, voilà. Donc, ils n'avaient pas confiance. Donc, en fait, ils savaient quoi attendre et ne pas attendre de leur gouvernement. Nous, on est des gens rationnels. La France, c'est le pays de la loi. On avait relativement confiance dans nos élites pour faire le travail. Et on se rend compte qu'ils ont le nez sur leur fichier Excel. Ils ne sont pas forcément méchants, mais ils ne sont pas capables de faire ce qu'on pensait qu'ils étaient capables de faire. Donc il faut qu'on fasse notre deuil du monde d'avant et de ce qu'on pensait sur le gouvernement. Et ensuite, on peut citer... moi, en grand marxiste, je peux en citer un, il faut voter avec ses pieds. Ou alors, en grande personnalité extrême droite, je peux dire, il y a l'Haltung, il y a la Stimmung, il y a l'humeur, il y a le comportement. Bon, notre humeur, c'est qu'on en a ras-le-bol. Voilà. Et le problème, c'est que notre comportement, il ne change pas. Donc, faut changer de comportement, parce que sinon, la situation, elle ne va pas changer. Le changement de comportement, c'est voter avec ses pieds. Effectivement, il faut bien manger. Il faut, par exemple, aller peut-être moins au supermarché, manger des légumes locaux, enfin des choses comme ça, des choses très simples. Il faut pas trop acheter sur Amazon. Il faut peut-être essayer le revendeur du coin, y compris le site internet du coin. Même si... Ouais, mais il y en a qui... Parfois, c'est compliqué à la campagne. Il y en a qui partent de loin. Hein. Il y en a qui partent de loin. Parfois, si tu veux, ça dépend de ton boulot, etc. Tu sais que tu es obligé, tu es abonné sur Amazon Prime, tu sais qu'en 24 heures, tu as ton truc, sinon tu es dans le bordel, dans la merde. Quoi. Voilà. Et donc, tu ne peux pas faire 100 km parfois à la campagne, et ça, c'est un vrai problème. Non, mais tu vois, nous, dans nos métiers de l'audiovisuel, on a parfois besoin d'un micro, d'un machin, d'un truc. Moi, j'ai fait l'expérience. Tu me dis, je vais te l'acheter, je te le Je vais dans le Perche, j'ai tourné toute l'après-midi dans les magasins d'Alençon, j'ai pas trouvé, j'ai dû le commander, la mort dans l'âme. Sur Amazon. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le lendemain, j'avais un truc. Je l'ai eu, quoi. Le problème, c'est qu'on part de loin. Imaginez, par exemple, vous achetez quelque chose, non pas chez Amazon, mais chez le site internet Bio du Coin. Le site internet Bio du Coin, vous utilisez un câble qui est fabriqué par un Américain, vous arrivez dans une baie qui est aux normes américaines, sur des serveurs qui sont des serveurs Dell, par exemple. Dessus, il y a un système d'exploitation qui est aussi américain. Tout le matériel qui est à l'intérieur a été fabriqué par les
Chinois. Je veux dire, on part de loin quand même. Écoute, nous on a la map, c'est Moussa. Moussa, il est agriculteur à Provins et tous les samedis matins, on s'alterne avec les voisins. On a notre petite Donc on part map. Mais justement, le point positif, c'est que on peut changer et en fait, ça va très vite en réalité parce que c'est un peu comme l'écologie. Quand moi je m'y suis mis, moi j'ai pas fait de l'écologie pour sauver les ours. Hein. D'abord, si je croise un ours, il va essayer de me bouffer. J'ai fait de l'écologie parce que ça marche. On y gagne en santé, on y gagne sur le bas de bilan, on y gagne de partout. Donc il faut le faire. Donc si les gens commencent à redevenir souverains, eh ben, ils vont vite se rendre compte que c'est cool, en fait. Et ils vont prendre une relative indépendance. Et ça va remonter les strates. Il ne faut pas être dans le repli sur soi, l'espèce de syndrome de la cabane, où on dit moi je suis super au fond du jardin, parce que ça on ne change rien du tout, c'est un égoïsme, voilà. Il ne faut pas que ce soit une addition d'égoïsme. Et toute la différence et toute la difficulté, c'est comment, et ça j'ai pas moi encore trouvé, où on met le curseur entre le comportement individuel pour qu'il ait une prégnance, une efficacité sur un comportement collectif. Et ça c'est très difficile, parce que au moment des Gilets jaunes, il y avait un formidable espoir. Il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vus, quoi. Plein de gens qui refaisaient société, y compris la nuit. Moi, j'avais fait des ronds-points et des ronds-points à se geler. Voilà, c'était quand même. Tu te dis là, il se passe un truc, quoi. Redevenir souverain, c'est pas du tout s'isoler. C'est au contraire se remettre à travailler avec les gens qui sont autour. Parce qu'on ne travaille plus avec les gens qui sont autour. Et l'innovation crée culture et la culture crée politique, hein, c'est long. C'est beaucoup plus facile de sauver une entreprise qui représente 10 000 employés aujourd'hui que de pousser 150 startups de 2 personnes qui vont en faire 3 de 100 personnes dans 2 ans et une de 1000 personnes dans 5 ans, et puis ils seront peut-être 10 000 dans 10 ans. Effectivement, il faut repartir de la base. Donc c'est long. Grosso modo, l'échelon État est un échelon qui, à terme, si on sort un peu la tête du guidon du Covid, de la vaccination, etc., si on prend un tout petit peu de hauteur sur ces questions-là, c'est un échelon qui est vachement mis à mal. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un échiquier géopolitique qui est sur des grands empires néo-mercantilistes. On a les États-Unis, la Chine en gros, et l'Europe. Donc on est à l'échelle européenne, se retrouve un peu prise là-dedans sans savoir se positionner, hormis par l'axe soit éthique, soit régulationniste. Il y a une crise existentielle de l'Europe en général, à 27, qui n'arrive pas à fonctionner parce qu'hétérogène, parce que ça n'a fondamentalement pas de sens. Et surtout, on a une crise existentielle de l'échelon État. En revanche, d'où les réflexions de se dire, est-ce que l'État-nation, est-ce que l'État de droit, enfin tout ce qui encapsule cette taille-là, ou ce périmètre-là, a encore du sens. On assiste partout dans le monde à ces espèces d'élans plutôt progressistes quand même, où partout les gens ils réclament grosso modo de meilleures conditions de vie, etc. Voilà. C'est documenté. C'est documenté. J'ai les preuves. Merci. Juste il y a encore un État-nation, et comme on le disait, avec des choses, avec des secteurs régaliens, puisque jusqu'à présent, vos lits d'hôpitaux, vos nombres de soignants, la poste, vos trains, etc., c'est en tout cas à l'échelle de l'État que ça se passe. Et donc en attendant, comme tu le disais, faire localement, ramener les courses à son voisin, prendre soin les uns des autres, localement créer ces espaces de politisation aussi, de discuter ensemble, qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qui est acceptable. Est-ce que c'est acceptable que là, quand tu prends ton rendez-vous, comme tu as loupé ton dernier rendez-vous Doctolib, on va pas t'autoriser à reprendre et lui-même va t'interdire. Voilà, faites ça aussi. Bon, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette soirée spéciale. Alors, on a connu des Saint-Patrick plus joyeuses, hein, aspergées de bière dans des pubs ouverts, remplis de gens déguisés en petits léprechaunes. Eh ben, c'est pas le cas ce soir. C'était une Saint-Patrick un peu particulière, sans bière d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. On a fait cette émission sans alcool, avec du gel hydroalcoolique, des masques, les gestes barrières, tout qui va bien. On a fêté les 1 an du confinement. Vous voyez, on peut passer 1 an dans ce régime d'exception sans être déprimé. Vous pouvez le faire, vous aussi, à la maison. C'est simple. Il suffit de voir des amis, de regarder les émissions du Monde Moderne, la revue de presse tous les
matins, les émissions spéciales, etc. De regarder aussi tous les médias alternatifs, indépendants, ceux-là qui ne vous vendent pas de l'islamo-gauchisme, du c'est la faute à l'islam à longueur de temps. Mais quand même, on peut dire un paquet de trucs. Il y a quand même Dans la limite de la technosurveillance. Et dans la limite de la technosurveillance, mais là, comme on se filme, tu vois, on est totalement transparent. Eh ben ouais, voilà. Nous, on a fait un magnifique studio avec du tuning. On a les belles couleurs derrière. Maintenant, on va couper la vidéo. On vous dit merci de nous avoir suivis aussi nombreux. C'était sympa. Red chez Davdude, faites ce que vous voulez. Moi, je connais pas comment ça marche, tous ces réseaux sociaux, mais n'empêche qu'on y est. À plus. Ciao.